Merci beaucoup. Donc à présent, comme nous l'avions déjà indiqué dans l'agenda, nous allons procéder à la série questions-réponses et à la prise en compte de vos différentes contributions. C'est le moment pour nous de vous donner la parole. Vous allez nous dire ce que vous pensez de l'avant-projet, quelles sont vos contributions. Si vous avez des questions, posez-les. Je rappelle tout simplement que nous sommes là dans le cadre de la présentation de l'avant-projet de constitution et rien d'autre. Donc vous êtes bien priés de vous inscrire dans cette ligne. Et je vais prendre une série de 5 questions avec la permission bien entendu de Monsieur le Président du CNT. On va procéder de la sorte. On prend 5 questions, on répond à ces questions et je donnerai la parole à 5 autres personnes également. Donc il y a un micro-baladeur sur le protocole où les services de l'ambassade sont là. Merci de nous désigner 2-3 personnes pour faire circuler le micro-baladeur, s'il vous plaît. Donc je commence la première rangée ici. Il y a un monsieur qui veut prendre la parole. Et bonsoir à tout le monde, à vos grades et vos qualités. Merci pour cet échange extraordinaire, puisqu'il y a très longtemps qu'on n'a pas vu ça en France. C'est une très bonne initiative et on remercie le CNT et le gouvernement guinéen pour avoir choisi Paris pour montrer l'avant-projet de la Constitution. Alors je suis Cheikh Keïta, je suis ambassadeur de WOSME. WOSME, c'est la World Union for Small and Middle Enterprises, l'organisation mondiale pour la promotion des petites et moyennes entreprises, et je m'occupe de l'Afrique. Je suis très heureux de poser ma question. La première question est la suivante. Est-ce que vous avez un site internet où on peut amender, où on peut apporter des contributions à cet avant-projet? La deuxième question, nous sommes aujourd'hui dans une obligation de chiffres et de la quantité et la qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on recule un peu derrière sur l'Afrique, nous avons eu 15 millions d'Africains déportés qui sont partis ailleurs. Aujourd'hui, nous avons un pays qui a 13 à 14 millions d'habitants. Nous devons réfléchir parce que le pays vieillit et si nous devons conjuguer le verbe pour qu'on puisse améliorer la situation, je propose qu'on mette dans notre constitution la possibilité de donner à tous les afro-descendants du monde, quand ils viennent en Guinée, qu'ils puissent demander une nationalité guinéenne afin qu'on puisse les accepter. Parce que je parcours le monde, il y a une demande pressante de tous ces afro-descendants qui viennent de toute l'Afrique. J'ai été en Haïti, j'ai été en Colombie, j'ai vu des gens qui me disent ils sont originaires de la Guinée, j'ai été dans d'autres pays, ils sont originaires de la Guinée, ils veulent retourner. Alors, est-ce qu'on peut réfléchir pour mettre une ligne dans la Constitution pour cela? Il y a un pays qui vient de le faire, c'est le Bénin. Je pense que nous pouvons aussi avancer parce que nous avons été... Nous avons été... Alors, vous plaît, dernière question. Merci. Alors, dernière question, c'est sur l'espace public. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut mettre dans notre Constitution la possibilité de teindre un peu cette gymnastique de démontrer toujours sa confession dans l'espace public, parce que on est un pays laïque, et puis moi j'ai grandi dans ce pays, je n'ai pas vu, lorsque j'étais dans mon pays, des gens enturbanés, des gens habillés en turban, complètement cachés. Il faudrait qu'on peut-être on régule, parce que j'ai peur que notre pays accède à un niveau qu'on n'a pas compris et qu'on n'a pas vu venir. Merci beaucoup. Bien. Merci, monsieur Keïta. Très bien. Je crois que nous sommes en train de noter les questions. Première rangée, donc je donne la parole à madame, s'il vous plaît, pour ces questions et contributions. Bonjour à tous, je suis Monimo Albertine. Mais au fait, moi j'apporte juste une petite question par rapport à la Constitution. Et au fait, j'ai vu dans l'article 27, si j'ai bonne mémoire, et l'article 26, et ça a été bien précisé par rapport à l'éducation, mais j'ai vu que ça n'a pas été censé sur la formation professionnelle. Donc moi, je voudrais qu'on apporte surtout une petite touche sur la formation professionnelle, parce que tout le monde n'est pas censé aller jusqu'à l'université. Il y a des examens qui bloquent des gens.
Donc, il faut que l'État prenne en compte et ajoute à cette constitution-là vraiment une touche essentielle par rapport à la formation professionnelle. Et ma deuxième question était par rapport aux femmes. Par rapport aux femmes, parce que nous avions vu de 2023, moi j'ai les statistiques, de 2021, 22, 23, on a plus de 108 femmes décédées sous les coups dans le foyer. Donc du coup, qu'est-ce que la Constitution peut nous apporter par rapport à une loi qui peut être censée vraiment protéger les femmes dans ce sens-là, la violence conjugale? Merci. Merci beaucoup, Madame. Merci, Madame Albertine. Donc, on était à la 3e rangée, on a sauté la 2e. Monsieur Keita, donc exceptionnellement, on voudrait quand même qu'on aille progressivement. Hein? Donc, allez-y, monsieur. Merci. Moi, j'ai 2 contributions. La première, je ne sais pas si c'est l'article 30 qui parlait de l'environnement, de la préservation de l'environnement, qui est une bonne chose. Mais vu que nous sommes dans un monde où on parle très souvent du changement climatique, je suggère qu'on ajoute lutter contre le dérèglement climatique. Pourquoi je le dis? C'est parce qu'il est prouvé que le continent, n'est-ce pas, se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale. Et aussi, les conséquences sont l'augmentation des extrêmes de chaleur, la baisse des précipitations. On sait qu'en Guinée, il pleuvait plus qu'aujourd'hui. Donc, cela va nous permettre, en vérité, nous qui sommes diplomates, d'avoir plus la voix sur le multilatéral et permettre à la Guinée vraiment d'être à l'avant-garde de ce combat contre le dérèglement climatique. Et la deuxième contribution, c'est par rapport au Sénat. C'est très bien, voilà, c'est une innovation, mais moi je suggère qu'on s'approprie, n'est-ce pas, le langage africain. Le Sénat, ça sonne certes occidental français, mais peut-être si on pensait par exemple au Conseil des anciens ou des sages, puisque en 1700, c'est comme ça on l'appelait en France. Donc voir si on peut revenir à cela. Bon, oui, bon, c'est-à-dire on parle plus d'anciens en Afrique. Les anciens, les sages, donc ça va permettre à ceux-là qui ne sont pas très instruits, voilà, de comprendre de quoi il s'agit. Très bien. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Keita. Je donne la parole au monsieur en cravate rouge. Vous vous présentez, vous posez vos questions, vous apportez vos contributions, s'il vous plaît. Je suis Touré Fodé Abbas, président du club Guinée Solidaire. J'avais parlé tout à l'heure à la partie avec mon professeur Jean-Paul Cotambenuno sur la possibilité de mettre dans le préambule la charte de la protection de l'environnement. Bon, mais quand j'ai parcouru dans l'article 30, il y a un article spécial qui parle de la protection de l'environnement. Bon, ça va. Et parce que j'ai dit ça, puisque dans les précédentes constitutions, dans les institutions qui visent à l'appui de, comment on appelle ça, de la gouvernance démocratique, il y avait un article, il y avait une partie spéciale qui se consacrait à la protection de l'environnement. Merci. Bon, ça c'est. De deux, l'article 21, là où on parle l'État doit créer des conditions de formation, d'accès à la formation, d'accès au stage pour les étudiants qui sortent dans les écoles professionnelles. Bon, on constate qu'en Guinée, les étudiants qui font des études universitaires et ceux qui sortent des écoles techniques professionnelles, on ne les suit pas sur le terrain une fois qu'ils finissent, sont abandonnés à eux-mêmes. Il n'y a pas un encadrement. Je suis très content que l'article-là est créé, mais il faudrait que cet article-là soit accompagné par les lois organiques qui garantissent aux jeunes qui finissent les études supérieures, études, comme on appelle ça, professionnelles, qu'ils puissent, même s'ils n'ont pas la possibilité d'avoir tout de suite un emploi direct, mais que après les études suivent quand même les stages. Donc, il faudrait quand même des lois organiques soient créées pour garantir quand même ce droit constitutionnel. Merci. Voilà.
Ensuite, une dernière question. Vous avez pas une oui. dernière question. Allez-y, monsieur. Moi, je comprends bien des questions techniques, c'est-à-dire par rapport à partir de l'article 134, l'article 136, l'article 198 et l'article 201, leur encadrement institutionnel. Mais vous pensez que quelqu'un avait dit un jour que la Constitution est un esprit, que les institutions, c'est une pratique. Moi, je comprends l'exposé de mon professeur. Je comprends. Quelques consistances, je peux aussi comprendre. Mais lorsqu'on a en face un président qui peut se donner tous les droits en violation totale du contenu de la Constitution, parce qu'après l'exposé de la Constitution qu'on voit là, c'est un régime parlementaire. Voilà. Bien. La Constitution de 2010, c'était une constitution, c'était un régime parlementaire, mais le président Alpha Condé, il s'est donné tous les droits pour s'imposer, pour faire ça. Merci, M. Touré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. On va alterner. Vous aurez vos questions, hein, ne vous inquiétez pas. Je donne la parole à une dame. Madame qui est derrière, s'il vous plaît. On donne le micro à madame qui est derrière. Ne vous inquiétez pas. Hein. Chacun pourra poser sa question, il n'y a pas de problème. On est là pour ça. Ne vous inquiétez pas. Patientez, s'il vous plaît. Madame, vous avez la parole. Présentez-vous. Merci, je suis Kankou Fofana, je suis juriste, entrepreneuse dans la Legal Tech autour de la vulgarisation des services juridiques et de l'information juridique avec une société qui s'appelle Droit Accessible. Avant d'entamer mon propos, j'aimerais dire que nous ne devrions pas être très pressés pour poser nos questions parce qu'il y a un certain nombre de choses à couvrir. Malheureusement, nous avons perdu beaucoup de temps au démarrage, ce qui n'est pas normal. Donc, nous presser comme ça peut poser problème. Je rejoins le monsieur qui a parlé en première position pour demander s'il y avait un canal officiel où nous pourrions poser des questions parce qu'effectivement, il ne sera pas possible de couvrir tous les aspects ici aujourd'hui en un temps limité. Maintenant, par rapport à mes questions, j'ai tout un document sur ça, donc je ne vais pas pouvoir les couvrir. Néanmoins, il y a un certain nombre d'éléments prioritaires qui doivent être couverts. D'abord, au niveau de l'article 7, sur l'égalité, parce que c'est le siège des questions de discrimination et tout ce qui s'ensuit, eh bien, il y a un problème avec la notion de patronyme. Avec la réforme du Code civil de 2019, eh bien, ce terme a été exclu de notre vocabulaire pour des raisons de sexisme et pour des raisons d'égalité. Par ailleurs, il y a des communautés chez nous qui ne sont pas dans la patrilinéarité, mais qui sont plutôt dans la matrilinéarité. À cet effet, il est préférable de clairement dire que c'est une discrimination basée sur le nom de famille et non pas sur le patronyme, parce qu'il y a des matronymes dans notre pays. Ça, c'est le premier point. Deuxième point de mon intervention, eh bien, il y a également la question du droit de manifestation. Monsieur Jean-Paul l'a bien dit, le terme pacifique peut être surabondant et je suis d'accord avec lui. Je pense qu'on doit simplement maintenir un droit de manifestation et que, étant donné que dans notre pays, il y a des textes et des lois qui permettent d'encadrer le caractère pacifique. Même dans la Constitution, il y a des règles qui permettent là, en ce moment, de lutter contre le vandalisme, les violences, etc., etc. Donc, l'interprétation du terme pacifique dans un État policier comme le nôtre, qui peut être galvaudé plus tard, il est important de ne pas l'ajouter, même si l'intention est bonne aujourd'hui, elle peut être utilisée à mauvais escient demain. Ensuite, excusez-moi. Merci. Il y a également la question de l'article 31. Sur l'article 31, qui est très intéressant, il y a le fait que l'enseignement et la vulgarisation de la Constitution doit être pris en compte par l'État. Néanmoins, je pense qu'on devrait créer un principe fondamental d'accessibilité et d'intelligibilité du droit pour tous, pas que de la Constitution. Il y a également l'article 2 qui s'inscrit dans cette logique avec la traduction des textes en langue nationale, etc. Mais je pense qu'il est nécessaire, dans notre pays, de vraiment mettre en place ce principe fondamental d'intelligibilité et d'accessibilité du droit. Parce que nous sommes dans un état de droit, mais la plupart des citoyens sont étrangers à ce droit-là. Donc, mettre ce principe en place et obliger l'État à le mettre en œuvre, c'est un point important qui, je pense, doit être pris en compte. Au niveau de l'article 33, il y a également la portée de l'alinéa 2 qui prévoit... bon, ça, c'est un peu...
bon, je vais sauter cette partie. Par ailleurs, sur les conditions pour devenir président, au niveau de l'article 5, M. Jean-Paul l'a mentionné, il y a un critère de double conditionnalité cumulative. En premier lieu, eh bien, il faut être guinéen. Et ensuite, en second lieu, il faut avoir un parent d'origine guinéenne. Eh bien, dans un premier temps, on peut comprendre qu'on ne veut pas que quelqu'un qui soit naturalisé puisse briguer un mandat présidentiel, ça se justifie, mais quid des enfants de ces personnes-là? Parce qu'en fait, dans l'analyse technique de ce texte-là, si on le conçoit comme ça, ou en mettant en rapport avec les articles sur la Constitution, du Code civil sur la nationalité, les premières générations de personnes, les premières générations descendantes de personnes naturalisées pourraient être exclues de l'ambition de devenir président. Donc, une reformulation peut être nécessaire. Soit on dit que toute personne qui a la nationalité peut l'être, ce qui va un peu trahir l'idée de verrouillage pour les personnes naturalisées. Soit on dit que toute personne qui a la nationalité guinéenne et en plus, on peut rédiger ça comme étant être de nationalité guinéenne d'origine, tout court. Parce que si on dit qu'il faut qu'il y ait un parent d'origine guinéenne, eh bien la personne qui est naturalisée ne répond pas aux critères des articles 56 à 66 du Code civil. Donc c'est un point technique qu'il faudrait analyser. Sinon, ces personnes-là pourraient être exclues. Bien. Madame... Je vais... J'ai trop de choses à dire. Donc, oui, donc une dernière question, s'il vous plaît. Madame Fofana, allez-y, une dernière. Par ailleurs, au niveau des articles sur les cas de décès, d'absence ou bien d'incapacité des candidats à une présidentielle, on dit que la saisine, elle doit être faite par l'organe technique, dont le nom est très long, je trouve d'ailleurs. Je pense que c'est un peu dans l'idée de la CENI, mais c'est organe technique en charge de... On peut raccourcir ça. Eh bien, cette saisine-là, lorsqu'elle n'est pas faite par l'organe technique, qu'est-ce qui se passe ? Concrètement, qui d'autre peut saisir la Cour constitutionnelle pour pallier à l'incapacité ou en tout cas l'inaction de l'organe technique en charge de la gestion des élections? Je vais m'arrêter là pour le moment. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Merci pour ces contributions assez riches. Nous avons 5 questions, s'il vous plaît. Nous avons 5 questions. Essayons de répondre à ça comme nous avons convenu au départ. Donc, je vais donner la parole au Présidium. Vous avez son Excellence le Président qui est là, vous avez Honorable Jean-Paul Cotembe-Douno, vous avez Monsieur Sorel Keita. Voilà, ce sont les rédacteurs de l'avant-projet des constitutions. Je donne la parole au Présidium pour les réponses aux 5 premières questions qui ont été posées. Donc, on remercie les compatriotes pour toutes ces observations. D'abord, pour ce qui concerne des observations de Monsieur Keita, de l'ambassadeur. Effectivement, d'abord, il y a un site qui s'appelle www.débat-citoyen.gn. C'est là qu'il y a l'avant-projet de constitution, publié depuis maintenant plusieurs mois. www.débat-citoyen. Donc, il y a des colonnes qui sont prévues pour des contributions éventuelles, ce qu'on avait déjà aussi fait dans le débat d'orientation constitutionnelle pour recevoir des observations critiques. Et pour ce qui concerne la deuxième observation, je crois que le sous-entendu, nous l'avions évoqué. Nous avons prévu dans cet avant-projet les modalités de la participation des Guinéens établis à l'étranger à la vie de la nation. Ça, c'est prévu et je crois qu'on avait fait toute une explication là-dessus. C'est pour dire que les Guinéens établis à l'étranger sont absolument d'une importance stratégique pour la conduite des affaires de la nation. Madame, je ne sais pas si c'est Madame Monemo Albertine. Le droit à l'éducation prévoit la formation professionnelle. Je pense qu'elle est prévue totalement. Monsieur le Président, je pense qu'on va revenir... Attendez, je vais monter autrement. Donc, c'est une bonne observation, mais c'est déjà pris en compte. Oui. Donc, la formation professionnelle, Madame Albertine, est totalement prise en compte dans la disposition qui se rapporte au droit à l'éducation. Qu'est-ce qui est prévu pour les violences conjugales? Je crois que nous avons même étoffé la liste. La liste des violences, elle est élargie. En tout cas, ce qu'on a prévu pour ce qui concerne cet avant-projet est totalement supérieur en termes de facteurs qui aident à défendre, à protéger les femmes contre les violences, y compris basées sur le genre. Tout est prévu.
puisque nous avons cité les violences basées sur le genre, et toute forme de violence. Et donc, il n'existe pas d'entrave procédurale et substantielle à ce que le législateur étoffe de manière significative la loi pénale, parce que tout est là pour l'essentiel. Il n'y a aucun aspect qui échappe justement à cet avant-projet de constitution pour ce qui concerne la question de la protection des femmes contre les violences conjugales en l'occurrence, ou de manière extensive basée sur le genre. Donc sur les questions environnementales, Monsieur le conseiller Keita propose la lutte contre le dérèglement climatique. Je crois qu'on va inscrire ça comme point d'observation pour éventuellement voir sur des questions qui se rapportent à l'environnement. Par rapport au Sénat, pourquoi ne peut-on pas l'appeler Conseil des sages ou Conseil des anciens? Là, nous sommes dans la logique des choix formels. Effectivement, qu'on peut choisir le nom qu'on veut. Le problème global avait été posé au CNT. Est-ce qu'on donne des noms de chez nous à toutes les institutions et même parfois aux villes, aux villages? Parce que je vous donne un examen sous-préfecture qui s'appelle Guélo. Ça ne veut rien dire chez le Kissi, ça veut dire Bello. Donc, il y a tout un travail qui doit être fait sur ce sens pour donner une dimension typiquement locale au nom des villages, des villes, ou par extension, peut-être aux institutions. Mais nous avons estimé qu'il fallait, après avoir créé une contribution substantielle sur ce qui concerne la deuxième chambre, faire en sorte quand même que l'institution soit intelligible. C'est-à-dire qu'à première vue, que quelqu'un comprenne ce que c'est. Si vous êtes conseiller des sages, ce n'est pas interdit, on peut. Mais le contenu, il faut que les gens comprennent que c'est une deuxième chambre du Parlement. En ce moment, on peut choisir le nom qu'on veut, mais nous avons l'arbitrage à contribuer à ce que ce soit le Sénat. Et donc, sur ce point, la contribution est conceptuelle. Simplement, ça ne modifie pas le contenu substantiel. Conseil des sages, Conseil des anciens. Et d'ailleurs, au surplus, il n'y aurait pas que des sages au sens classique du terme au Sénat, ce qui compromet au final le choix sémantique alternatif, puisqu'il y a des gens qui peuvent être élus dans les collectivités qui ne sont pas nécessairement... En tout cas, si on entend le terme sage au sens de l'âge, puisqu'il y a une règle de 40 ans, ça peut être des jeunes, un jeune de 41 ou 42 ans. Voilà pourquoi nous avons retenu une terminologie qui a supposé même qu'elle soit considérée comme étrangère, a pu être considérée comme garantissant l'intelligibilité de l'institution créée. Monsieur Touré Fodé Abbas, peut-on parler de l'achat de l'environnement? On en a débattu, j'ai estimé qu'on ne peut pas, dans une perspective typiquement constitutionnelle, envisager le bloc de constitutionnalité en droit guinéen à la manière du bloc de constitutionnalité en droit français, puisqu'en droit français, c'est toute une histoire. Je pense qu'il le sait très bien, on en a parlé, donc nous avons estimé qu'on ne peut pas comme ça intégrer les autres textes, puisque par définition, l'article 8, alinéa 2 du Code civil guinéen règle la question de la pyramide des normes en droit guinéen. Je ne parle pas de la doctrine, mais le droit positif. Donc, il vaut mieux qu'on laisse en l'état les aspects qui sont cités, puisque nous avons même estimé que le préambule est une partie intégrante de la Constitution, c'est suffisant. Et elle renvoie à beaucoup de conventions internationales qu'on connaît. Droit à l'éducation, il faut que les lois organiques, oui, les lois organiques sont prévues, mais aussi les lois ordinaires sont prévues sur beaucoup d'aspects. Toutes les lois organiques auront vocation, d'une part, à déterminer les modalités de la composition, parfois les attributions définies de manière plus spécifique des organes, mais aussi certaines questions spécifiques considérées comme d'importance stratégique. Sur les interactions avec les institutions, d'abord, je ne crois pas, si on est dans une perspective typiquement théorique, et ça, j'ai vu cette erreur de droit dans beaucoup de contributions substantielles, je suis désolé que le propos puisse paraître comme auto-apologique. On ne peut pas considérer de 1990, de la loi fondamentale du 23 décembre 1990 à l'avant-projet, je ne crois pas qu'il y ait un régime présidentiel pur et typique que la Guinée ait pu expérimenter. Un régime présidentiel, pour l'essentiel, c'est d'abord la consistance des attributions constitutionnelles du président. Ça, c'est possible chez nous, de 90 à nos jours. Deuxièmement, le président de la République est issu du suffrage universel direct. Ça aussi, c'est vrai. Mais chez nous, troisièmement, le critère du régime présidentiel, c'est l'inexistence de moyens de révocabilité réciproque. Or, les constitutionnalistes et tous qui s'intéressent aux institutions savent que de la loi fondamentale du 23 décembre 1990 à cet avant-projet de constitution, en Guinée, il y a toujours eu un droit de dissolution. Dès qu'il y a une possibilité de droit de dissolution, on n'est plus dans un régime présidentiel, puisque par définition, il n'y a pas de moyen que l'exécutif renverse le Parlement et inversement que le Parlement renverse l'exécutif. Deuxièmement, nous avons, dans la Constitution de 2020 et dans notre avant-projet,
prévu des techniques de révocabilité d'abord dans le rapport entre le gouvernement et le Parlement, ce qui exclut à supposer même que les attributions du président de la République aient pu être consistantes, le qualificatif du régime présidentiel. Donc c'est une aberration conceptuelle de voir qu'on qualifie ce qui est prévu dans cette constitution de régime présidentialiste ou de super président. C'est pas possible. Pour ces raisons que j'ai évoquées, d'abord parce qu'il y a un droit de dissolution, deuxièmement, il y a une possibilité de dissolution du président de la République, de démission du président de la République, troisièmement, une possibilité de renversement du gouvernement, ce qui n'est pas ou qui ne sont pas des traits d'un régime présidentiel. Et enfin, sur ces points, on sait que finalement, le régime parlementaire aussi ne peut pas être considéré comme dans les régimes parlementaires, le chef de l'exécutif n'est pas issu en général du suffrage universel direct, il est issu du parti majoritaire et de l'élection parlementaire. Est-ce que c'est notre cas? La réponse est négative. Voyez que nous ne sommes pas... Et d'ailleurs, sur le plan méthodologique, ce qui m'intéresse le plus, pour ne pas aller dans des perspectives théoriques, sur le plan méthodologique, nous ne nous sommes pas posé des questions de savoir en établissant, en rédigeant ces textes, quel type de régime on veut. Nous nous sommes posé des questions concrètes. On dit que les attributions du président de la République sont importantes. Qu'est-ce qu'on fait? On encadre les attributions du président, non pas par suppression de ses pouvoirs, mais par accroissement des interactions. On dit que l'Assemblée est faible. Qu'est-ce qu'il faut faire? On procède non pas par augmentation drastique de ses moyens d'action, mais par renforcement de l'intégrité de l'institution, y compris l'encadrement des possibilités de sa dissolution. Voyez-vous qu'on ne peut pas, comme ça, dire c'est un régime présidentiel, parlementaire, semi-parlementaire, mixte ou hybride. Ce débat est théorique, je crois qu'il est plus intéressant dans les facs, mais encore une fois, nous ne sommes pas du tout dans un régime... D'ailleurs, je crois que ceci ne nous a pas intéressé trop, la question de la qualification théorique et substantielle, puisqu'on a estimé sur le plan citoyen qu'il vaut mieux aller sur le concret, poser nos problèmes guinéens, essayer de leur trouver une solution, y compris parfois par référence au droit comparé, mais un droit comparé quand même lucide, pas une importation, puisque le thème aujourd'hui, c'est pas c'est la migration juridique et non pas l'importation du droit étranger. Je crois qu'il est important, je termine sur ce point, de lire le travail très très important du professeur Bertrand Badi sur l'État importé. Il faut réfléchir aux mécanismes, il faut réfléchir aux modalités pragmatiques du succès de telle ou telle institution choisie. Dans notre contexte, le texte ne peut pas être parfait. Voilà pourquoi il est soumis justement à la réflexion critique, au fin de le parfaire, mais nous ne nous sommes pas interrogés en termes de perspectives théoriques de spécialisation du régime. Pour ce qui concerne Kankou Fofana, peut-être que je vais violer, Monsieur le Président, le secret du délibéré. Kankou Fofana, je vous la présente publiquement, et Fatou Mata sont d'excellentes juristes, que précisément j'ai voulu envoyer d'abord pour des questions liées au JAR. Je crois qu'ils ont beaucoup d'observations que vont nous transmettre, Monsieur le Président, qu'on va soumettre au débat. Ce sont des gens, je dis, extrêmement intègres et extrêmement brillantes. Toutes ces observations sont assorties justement de perspectives. D'abord, sur la notion de patronyme. Si le terme patronyme peut être considéré comme sujet à débat sur le plan, parce que ça comporte le mot « pas », donc en gros, le préfixe « pas » renvoie peut-être au père, alors que nous sommes dans une logique d'égalité et de parité, on pourra soumettre ces sujets au débat, puisque la définition, on le sait, patronyme, ça veut dire aussi nom de famille. Donc on pourra choisir le terme le plus conforme à l'esprit global, qui n'est pas polémique. Voilà, là nous sommes sur le terrain de la contribution conceptuelle, une observation prise en compte et notée. Donc, discrimination basée sur le nom de famille, très bien. Article 31, enseignement et la vulgarisation. Là encore, la proposition qui est faite est extrêmement pertinente. De mon point de vue, je parle sous le contrôle de Monsieur le Président du CNT, de Monsieur le Président de la Commission Affaires étrangères. Monsieur le Directeur aussi a noté. Il est extrêmement important qu'un terme peut-être englobant puisse prendre en compte l'idée de la vulgarisation du droit à la compréhension de la Constitution. C'est pour ça qu'on trouve sur le plan substantiel que votre perspective est extrêmement intéressante. Elle va être soumise au débat pour voir dans quelle mesure, soit par extension ou en l'englobant, donc par intégration, on pourra éventuellement étudier les modalités de son insertion. Parce qu'il est prévu, il est nécessaire de mettre un principe fondamental, n'est-ce pas, d'intelligibilité et d'accessibilité du droit. Je pense que c'est en référence au CNIL. Dans le contexte français, nous avons des situations similaires qui englobent finalement beaucoup de droits. Article 45, les premières générations. Le débat est très houleux sur ces points. Je crois que le Président reviendra sur ça. C'est la question de savoir est-ce que... Je crois que là, nous sommes sur le terrain du choix politique, exprès. C'est-à-dire qu'on a estimé qu'il y a beaucoup d'autres fonctions qui peuvent être exercées par les gens qui sont même
français à 100%, mais qui viennent d'avoir la nationalité sur la base de la naturalisation, ou qui sont brésiliens, ainsi de suite. Mais les fonctions présidentielles, nous avons estimé que la seule nationalité ne pouvait plus suffire. Il fallait avoir un des parents. Attention, à l'Assemblée et aux plénières, le débat était houleux, parce que, figurez-vous que le débat, M. Sorel l'a dit, c'était d'abord eux, mais nous avons pu réussir à imposer où. Quand nous ai dit nous, la majorité du Parlement a réussi à dire pas eux, mais où. C'est-à-dire l'un des parents, et pas du tout l'un et l'autre des parents, auquel cas ce serait très discriminatoire. Donc là, nous sommes dans le terrain des choix qui peuvent paraître... Mais comme je vous l'ai dit, pour ceux qui n'étaient pas là, pour ce qui concerne les binationaux, il n'y a pas de problème. Nous avons fait une subtilité qui est un précédent en droit constitutionnel. On a considéré la question de la binationalité, non pas comme une condition d'éligibilité ou d'inéligibilité, mais une condition d'incompatibilité, ce qui règle de manière sérieuse le problème. Donc, Monsieur le Président, voilà, si vous avez des observations supplémentaires sur des points que j'ai pu noter. Essentiel, parce que comme il y a beaucoup de nos compatriotes qui veulent prendre la parole, donc moi je ne vais pas être long, je vais juste préciser que lorsque l'ambassadeur Keïta dit on est une population qui vieillit, je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes en Guinée, c'est quoi 70% de la population qui a moins de 35 ans, donc on n'est pas une population qui vieillit, et que par ailleurs on n'est pas obligé de faire comme les Béninois, même si effectivement c'est une expérience intéressante. Et puis l'autre point, c'est Madame Fofana sur l'autige. L'autige, si vous trouvez que le terme, il est un peu, il paraît long, il paraît compliqué, voilà, appelez cet organe-là autige. Ça passe bien. Juste un petit commentaire sur la notion de sage. La notion de sagesse n'est pas liée à l'âge. Il est conçu par le constituant comme un certain nombre de valeurs morales et éthiques qui caractérise le comportement de la personne dans la société. Alors, on peut avoir 30 ans et être imam, ou être prêtre, ou être quelqu'un qui soit chef de canton. La notion de sagesse, parce que les membres du Sénat sont soumis à une obligation d'exercice de leurs fonctions dans la loyauté, mais aussi le respect des valeurs morales et éthiques qui caractérisent notre société. Alors, ceux qui se conforment à ces valeurs, on les considère substantiellement comme des sages.